Le sujet qui m'intrigue, c'est comment la recherche de vérité, que produit la recherche de vérité? Et collectivement, qu'est-ce qu'elle produit? Je fais un travail déjà sur la question de la vérité depuis longtemps, puisque j'ai monté Illusion de Viry Payef. Il était plutôt question d'amour et de vérité. Après, j'ai monté Le Menteur de Corneille, qui était plus la question du pouvoir et de la vérité, l'exercice du pouvoir. Ensuite, j'ai travaillé sur La bouche pleine de terre de Branimir Stepanović, qui était plus relié à la mort et à la vérité, au sens de l'existence. Et puis là, maintenant, c'est Pirandello et c'est la question de que produit la recherche de vérité. Puisque je m'interroge sur pourquoi moi, je suis obsédée par la question de la vérité et vouloir la vérité à tout prix, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique individuellement et collectivement. La question, c'est déjà d'accepter que peut-être c'est humain de vouloir savoir ce qui s'est vraiment passé, qui est vraiment l'autre. Et c'est notre tragédie, notre drame, enfin, de vouloir avoir des réponses. Je pense qu'il y a une réponse importante qu'on cherche tous, hein, c'est le sens de l'existence. Et en fait, comme il n'y a pas... Enfin, a priori, moi, personne ne m'a répondu à cette question, personnellement, je veux dire. Donc du coup, on peut s'acharner sur d'autres réponses qui concernent les autres. Et donc, on va chercher cette vérité. Qu'est-ce que produit cette recherche de vérité ? Eh bien, ce que je comprends et ce que Pirandello nous fait comprendre, c'est de la violence. Voilà. C'est à partir du moment où un groupe se met à vouloir des réponses, et la masse va à sa perte, il va aller très très loin et il va produire de la violence et ça peut aller très très loin. Alors moi j'aimais beaucoup la traduction que j'ai découverte il y a des années, qui était un peu datée de Benjamin Crémieux, qui est le traducteur français, le premier traducteur français de Pirandello en France. Et elle était extrêmement datée. Donc au bout d'un moment, je m'en suis lassée. Je l'ai questionnée, mais j'ai jamais perdu il y avait comme un goût d'un théâtre milieu de XXe siècle qui me plaît dans ce que ça génère de registres, de tourbillons, de comédie en fait. Ça, je trouve ça très, très réussi. Et pour autant, quand on a commencé à parler d'adaptation avec Guillaume Caillet, qui est auteur et dramaturge, on a commencé à vraiment s'enfoncer dans la pièce et là on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été distordues par le traducteur et notamment le titre, puisque le titre en italien c'est bien C'est comme ça, entre parenthèses si vous voulez, et le traducteur de l'époque l'avait traduit par Chacun sa vérité. Ce qui est très très différent, parce que chacun sa vérité, on entend un peu chacun sa vie, et donc c'est beaucoup moins ouvert, beaucoup moins vertigineux que le titre de Pirandello lui-même. Donc on a demandé à Emmanuelle Apache de nous rejoindre et de traduire. Ce qui est génial, c'est que c'est une femme de théâtre aussi, donc c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du jeu, du verbe, des acteurs. Et on a fait la traduction. Et après, on a pu faire le travail d'adaptation avec Guillaume. Déjà avec Guillaume, on a fait le travail d'adaptation, à savoir renforcer les familles qui cherchent la vérité, renforcer le rôle du domestique, puisqu'il y avait plusieurs domestiques, on n'en a fait qu'un seul. Donc voilà, une fois ce jet d'adaptation fait, on s'est dit mais on va poursuivre le travail qu'on a fait sur Le Menteur de Corneille, c'est-à-dire comment nous on dialogue avec cette pièce qui date de 1917, donc période pré-fasciste, et comment le contexte d'écriture de la pièce va éclairer aujourd'hui et comment nous on dialogue avec cette pièce. Donc on en est arrivé à prolonger le geste de Pirandello. Ce qui est drôle, c'est que Pirandello, comme j'ai parlé d'un tortionnaire dramaturge, à la fin de la pièce, il ne révèle pas le fin mot de l'histoire. Il laisse la pièce ouverte et il nous laisse avec ce problème. Et nous, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, si on voulait vraiment obtenir la vérité, qu'est-ce qu'on ferait? Et jusqu'où on serait prêt à aller? Donc on a écrit un acte où on a prolongé la vie des personnages de Pirandello et au XXIe siècle on imagine ce qu'il pourrait faire. Je ne vais pas en dire plus si ce n'est que c'est drôle et on pousse la drôlerie et la cruauté plus loin. C'est très méchant en fait, très féroce, parce qu'il nous donne un miroir déformant de nous. Comment en tant que groupe on peut s'acharner pour savoir qui a fait quoi, comment ça s'est passé.
on remarque beaucoup, il y a plein d'émissions sur des enquêtes, des meurtres, des histoires, et on est tous là à dire, voilà, des fois ça dure sur des années d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé, et ça nous obsède, et on mène l'enquête, etc. Et ça, c'est très drôle. Ce qui est drôle, c'est drôle parce que aussi c'est violent, puisque ces familles qui essayent de comprendre pourquoi une autre famille qui vient d'arriver dans cette ville se comporte de telle façon. La violence, elle vient du fait qu'ils leur font du mal en fait en les interrogeant. Donc en fait, au bout d'un moment, on se dit mais lâchez-les quoi, arrêtez de vous acharner sur eux en fait. Donc ça pose aussi la question de la tolérance, de l'acceptation de l'autre tel qu'il est, même si être, on ne sait pas ce que c'est, en fait. Ce qui m'importe, c'est que le spectateur, il la cherche, et qu'il soit face à cette recherche qu'il n'arrive pas à endiguer, en fait, et que ça lui pose la question de pourquoi il veut savoir absolument qui est l'autre. Pourquoi on a tous la volonté de savoir qui est l'autre, et la violence, elle est déjà là. Avant même l'acte violent, en fait, le fait de vouloir savoir qui est l'autre est une folie. Et déjà nous-mêmes, c'est dur de savoir qui je suis. Je suis plusieurs. Et Pirandello dit « je suis personne », en fait. C'est très fort, ça, comme idée. Et à partir du moment où si on acceptait collectivement le doute sur l'identité, par exemple, je pense que ça serait peut-être plus facile, plus commode de vivre ensemble. C'est une longue histoire qui s'écrit de spectacle en spectacle. En fait, sur La Bouche pleine de terre, on avait travaillé avec l'idée d'un escalier à double hélice. Et dans Le Menteur sur les miroirs, donc on continue cette recherche-là qui est comme un jeu de construction, qui offre un espace de jeu très joueur pour les acteurs et au service de la pièce et de l'intrigue. Et on en est arrivé à se dire, tiens, comment on pourrait... Cette recherche de la vérité, c'est aussi comme un escalier infini, quoi. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on espère trouver une réponse tout là-haut, là-haut, là-haut. Et on passe notre vie à monter. Parfois, on redescend. C'est comme Sisyphe avec son rocher. On monte, on descend, puis on monte. Et Camus dit, d'ailleurs, il faut imaginer Sisyphe heureux. Là, dans la pièce, je suis pas sûre qu'il trouve le bonheur, parce qu'il continue de monter coûte que coûte pour obtenir la vérité. Donc ça nous intéressait de donner cette illusion-là, en tout cas de travailler à la donner et d'inventer une convention qui fasse qu'on a tout le temps l'illusion de monter, d'avoir un infini grâce aux acteurs et grâce à l'espace. Ce qui nous amusait aussi, c'était de déplacer la pièce qui se passe à l'écriture de Pirandello, elle se passe dans un salon bourgeois, nous de la déplacer dans une cage d'escalier, c'est-à-dire de montrer l'obscénité d'une communauté à coloniser la cage d'escalier, qui est pourtant un espace commun, partagé par cette famille dont ils cherchent des réponses, et on trouvait ça très obscène de coloniser l'espace collectif. Donc voilà, c'est très joueur et ça permettait de rendre cette communauté encore plus intrusive, en fait. Et puis voilà, à force de monter, bah, peut-être à l'acte 4, on se retrouve à la cave. De fait, la folie, elle vient des différentes versions, c'est-à-dire qui de nous deux est le fou. C'est une question très grande, parce qu'on est toujours le fou de quelqu'un. Donc ça pose la question de qu'est-ce que la norme, qu'est-ce que la folie. Dans la mise en scène, la folie, elle vient du vertige. Il y a deux versions d'une histoire, et donc qui croire, et donc celui qu'on ne croit pas, mais qui lui croit à ce qu'il raconte, peut paraître fou. Et c'est pas pour autant qu'il l'est. En fait, si là, moi, je vous dis je suis quelqu'un d'extrêmement normal, vous pouvez penser que justement je suis folle. C'est-à-dire, c'est aussi celui qui regarde et écoute l'autre qui le décrète fou. Ça reste quelque chose qui est dit sur la personne. C'est aussi une projection, en fait, la folie. C'est pas fou de façon intrinsèque. Bien sûr, ça existe, il y a des personnes folles, mais je pense que Pirandello a beaucoup souffert, lui, dans sa vie personnelle, de la folie de sa femme, qui parfois n'était pas visible, et du coup, lui-même était considéré comme fou de la pensée folle. Donc je pense que tout ça crée un trouble. Je pense que Pirandello est
quelqu'un qui génère de façon assez exceptionnelle et théâtralement du trouble. Et il est dans la recherche d'une réponse à ce trouble, et la réponse, et c'est ça qui est terrible, si on n'accepte pas le trouble et le doute, la réponse c'est l'ordre. Et la réponse c'est l'ordre, et l'ordre peut aller très loin aussi dans la génération de violence, quoi. Alors je parlerai pas d'un sentiment, mais je parlerai peut-être qu'il se soit passé quelque chose, qu'il soit transformé, qu'ils aient vécu une expérience. Transformé, c'est déjà peut-être un peu fort et c'est un vœu. Mais non, déjà, s'il y a une expérience collective, vécue, vivante et qui permet de se regarder à plusieurs et de penser la représentation de nous-mêmes et de nous-mêmes collectivement. En fait, je pense qu'on a besoin de rire, quoi, aujourd'hui. Vraiment, on a besoin de rire. La situation est tellement alarmante que c'est comment on arrive à trouver un recul et à se fendre la poire, quoi. Parce que c'est ce qui reste, quoi.